C'est Cataclysme, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation du tome 17 de Radiant. Donc on va faire l'analyse de ce tome ensemble. Bon, c'est pas vraiment une analyse, on va juste feuilleter et j'ai noté des informations qui me paraissaient pertinentes. Je suis content que la première vidéo ait fonctionné. Et quelqu'un m'a demandé dans les commentaires où en était le tome 17, c'est vrai que j'avais un peu zappé. Donc je vais faire l'analyse de ce tome-là. Donc dans un premier temps, on va se rappeler, bon déjà on va se rappeler que Monsieur Valente dessine très très bien hein, avec tous ces petits détails, enfin les personnages qu'on peut voir juste ici, les gouttes qui sont juste là et en fond Grimm qui est bien dessiné et qui est bien en fond là, c'est vachement cool. Donc ensuite on se rappelle donc le tome précédent. Donc pour ça je vous invite à aller voir ma vidéo sur le tome 16 justement et on va attaquer tout de suite l'analyse de ce tome. Alors j'ai noté déjà dans un premier temps Dada à la page 8, et de se rendre compte que bah, Piedon est tout simplement trop fort parce qu'il il se tient clairement tout seul devant d'innombrables ennemis qui sont tous très forts, notamment Grimm, Hadès et les autres qui sont avec lui. Euh, Ensuite, j'ai noté, donc si on va juste ici, voilà, que bah il est très rapide. Enfin, on le savait déjà, mais genre là, l'attaque a l'air d'être très soudaine. Il va très vite. Et visiblement, les attaques qu'on lui a faites n'y font rien. Tout le monde est surpris de sa vitesse d'ailleurs. Même Grimm, malgré qu'il ait peu d'expression du visage. Voilà, Piedon assoit sa puissance rien qu'en quelques pages. Ça introduit très très bien le tome, quoi. Ensuite, on va à la page juste après. Et là, on a une information, voilà. Juste ici, Kamago qui dit que c'est lui qui a tué Nergal. Donc Nergal, on rappelle, hein, on a appris son existence au tome précédent. Et c'est, on va dire, le premier demi-tort, celui qui a lancé la voie, le demi-tort le plus puissant. Et donc c'est Piedon qui l'aurait bah, tout simplement, ou Sirdon, je sais plus comment il l'appelle déjà, qui l'aurait vaincu à l'époque. Donc ça, c'est bon, ça prouve déjà qu'on a affaire à un... Bon, on le savait déjà, mais voilà, c'est des choses à se rappeler. Ensuite, si on va à la page 18, donc là s'ensuit un combat entre Piedon et Grimm qui va commencer. Et bah là, on se rend compte voilà, que Grimm bah, fait un peu jeu égal et que Piedon va volontairement faire en sorte que Grimm tape avec son épée très puissante sur ses bracelets. Ces bracelets qui, on rappelle, ont effet de canaliser sa puissance, d'éviter pour lui d'envoyer trop toute sa force et d'utiliser le Fantasia. Et on voit également que l'adversaire en profite pour lui coller cette sorte de balise, cette fleur de Fantasia, pour attirer le futur essaim. Mais en tout cas, c'est un combat qui est intéressant. Bon, voilà, on voit l'essaim qui arrive là justement. Et donc la fin du chapitre. Donc sur le chapitre 126, si on va à la page 26, donc on voit justement l'essaim. Euh, et, euh, et c'est impressionnant de voir la quantité de Némésis justement. Alors c'est des tout petits Némésis, hein, mais comme le dit Grimm, jusqu'à aujourd'hui dans l'œuvre, on a pu voir beaucoup de Némésis avec Hamelin dans les faubourgs, mais pas autant, parce que là, bon, voilà, on voit très bien qu'il y en a des milliers, hein, vu la taille qu'ils font, et à quel point ils sont tout petits. Et on se rend compte que voilà, il y a vraiment toutes les tailles chez les Némésis. Et on n'avait pas encore vu ça dans l'œuvre. Donc ensuite, voilà, on explique sur cette page-là qu'il a une fleur de Fantasia, et que du coup, bah, il peut pas échapper aux créatures, à l'essaim. Euh, Ensuite, j'ai noté à la page 30-31, juste ici, voilà, que donc Oko qui insiste auprès de Lupa pour y aller. Et Lupa bah, qui la remet en question par rapport au fait qu'elle a encore une fois, comme par le passé, hein, utilisé son Gizoni pour forcer des gens à être guidés. Voilà, on voit le petit flashback là et Oko qui se remet un peu en question sur la situation.
C'est une information que j'ai notée car, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on voit le travail des personnages et malgré des scènes d'action et cetera, on a toujours des briefs, d'informations sur, toujours le caractère des personnages, ce développement qui est hyper intéressant. Ensuite, on va aller à la page 31, 36 pardon, qu'est-ce que je dis? 36 et là, on va voir, voilà, bon, déjà, à quel point ces créatures sont microscopiques, hein, quand on voit, avec voilà, elles font un œil, quoi et que Piedon semble être, totalement à bout, car, là, il le dit, hein: «J'aurais essayé 3 petits points». On s'attend à une défaite de Piedon, mais c'est sans compter sur la suite, hein. Si on va à la page 40, on va s'en rendre compte. Voilà, qui est, d'ailleurs, magnifique page, mais là, on se rend compte de la force incroyable de Piedon, qui, selon moi, sur cette page, prouve que c'est, top 3 des personnages les plus puissants de l'œuvre. Au moment où on lit ça, parce qu'on n'a pas encore vu, toute la suite de l'œuvre, mais, à ce moment de lecture, il est clairement en train de prouver que, c'est un monstre, hein, parce que là, on voit que l'épée de Grimm est engloutie. On voit qu'il y a des membres, hem, qui sont, dans l'attaque et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir, tout de suite. Donc déjà, on voit la transformation de Piedon quand il n'a plus ses bracelets et qu'il se lâche, qu'il se laisse aller. Donc comme Seth, il a des sortes de marques noires qui envahissent son corps, hein. Donc je pense que c'est lié à la petite boule noire qu'on voit dans le site, hein, tout simplement. Et donc lui aussi il l'a, sauf que lui a l'air de maîtriser la chose en tout cas, c'est une sorte de pouvoir obscur. Et visiblement sur cette attaque, je dirais que il fait jeu égal avec Myrdine, hein, Merlin, comme on a pu voir dans les tomes précédents. Au tome d'avant, je disais que voilà, quand il est sous forme Myrdine, sous forme monstre, pour moi c'est l'un des personnages les plus forts. Sauf que là, vu ce qu'on vient de voir, Piedon peut faire largement jeu égal, surtout avec l'information qu'on a, comme quoi il a battu Nergal qui semblait être le plus puissant des Domiteurs. Donc là, c'est clairement un retournement de situation. Et on voit d'ailleurs les dégâts qu'il a pu causer, hein, la destruction de l'épée, donc Cannibale qui a été détruite, et Chantôme aussi, qui a été pulvérisé, malheureusement. Bon, c'est un personnage, voilà, comme je disais au tome précédent, on espère qu'il va pouvoir les développer tous, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de personnages à développer d'un coup, hein, quand on a un groupe de 5-6 caractères qui arrive. Donc il en a fait éliminer un et d'autres blessés. D'ailleurs, voilà, il va s'en suivre un combat parce que forcément il y en a, c'est une fratrie, hein, donc il y en a un qui est aveuglé par la colère, sauf que malgré tout, voilà, un excès de colère, mais lui il reste quand même juste en une gifle, il décime quelqu'un, les yeux blancs, clairement il l'a mis KO. Et derrière, du coup c'est Hadès qui s'emploie pour essayer de calmer le Piodon, qui semble très très calme d'ailleurs, hein, juste il est overpuissant, donc faut vraiment pas qu'il se lâche sous cette forme, car là il reste très calme. Donc ensuite on va aller à la page 49. J'ai noté, alors qu'est-ce que j'ai noté? Donc voilà, on confirme qu'il a bien tué Nergal, hein, le plus puissant des Domiteurs qui ait existé selon Lupa. Bon, selon beaucoup, hein, donc c'est vraiment, Piodon, ouais, c'est sûrement le top 1 des puissances actuellement, hein, je dis bien actuellement. Et Diabal, on voit ces marques obscures aussi qui commencent à prendre le contrôle juste ici. Donc lui aussi est marqué, hein, on le sait. Donc c'est une information que j'ai notée. Si on va à la page 54 ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc j'ai noté que Grimm est visiblement en position très délicate parce que là du coup tout le monde se met sur lui, hein, et il va tenter un coup de poker. Bon là on a un petit passage avec le doc. Mais du coup, j'ai noté que Grimm était très très smart. Pourquoi j'ai noté page 56 sur Grimm? Ah oui, voilà. J'ai noté que Grimm était très smart justement parce que au préalable, il a mis des balises dans tous les membres du groupe de 7. Donc ça, c'est hyper. Encore une fois, hein, ça prouve qu'il est très réfléchi comme personnage.
et du coup, j'aime beaucoup. Et si on va un peu plus loin, voilà, Artaud d'Andrago, un lord qui est enfermé dans une pierre des mémoires du petit Doc, hein, donc qu'on découvre et qui prend le contrôle, il prend clairement le contrôle de son hôte. En fait, Doc arrive à un stade où il est tellement en phase avec ces pierres que, il peut les voir et eux, bien sûr, ils sont dans son corps, ils comprennent tout, mais du coup, ça prouve que, potentiellement, Doc peut devenir ultra puissant quand il va grandir parce que malheureusement, son enveloppe, pas très puissante, mais en grandissant, il peut devenir très puissant. Après, combien de temps il va grandir, ça, je ne sais pas. Donc ensuite, si on va au chapitre 128, page 67, enfin 67, qu'est-ce que j'ai noté? Donc on en apprend un peu plus sur le rituel. En l'occurrence, on voit Mélie, du coup, qui est en combat. En fait, il y a ces deux personnalités qui se battent pour savoir qu'est-ce que le corps de Mélie va faire. Et donc que Mélie qui est totalement désemparée, hein. Et en fonction du choix qu'elle fera, le Némésis aura un comportement différent. Soit il le protégera, soit il lui permettra de s'enfuir, soit il lui permettra de combattre ses tortionnaires comme Opilion quand il était plus jeune. Là, on peut voir plus jeune qu'il avait des cheveux, mais il avait déjà l'air très badass. D'ailleurs, je le trouve toujours aussi badass aujourd'hui. Euh, donc ensuite, quelques pages plus tard, Mélie prend enfin le contrôle. On voit déjà à son visage qu'elle a l'air d'avoir un peu changé, mais enfin, elle a pris le contrôle. Elle a laissé derrière ses deux personnalités. Sous-entendu que elle est rentrée dans une troisième personnalité. Donc ça va être une nouvelle Mélie, visiblement. Et ensuite, on a juste ici, j'ai noté. Bon, là, c'est encore un petit moment drôle, hein. Un lapsus salvateur, on va dire, pour Doc, hein, qui dit que Mélie est sa mère, et du coup, Opinion, qui bien sûr prend le truc au sérieux et qui derrière, ça permet aussi à Doc de survivre. Et enfin, si on va à la page 81, qu'est-ce que j'ai noté? Oups. Donc, Oko, qui utilise le Gizoni, qui lui permet de voir la tache noire dans le seed sur Diabal, hein, donc le seed de Diabal où on voit le même système que 7. Et, et voilà. Sur le chapitre se termine comme ça. Et bien sûr, le chapitre qui suit, hein, on a 7 qui va arriver. Donc dans un premier temps, Lupa qui essaye de raisonner Oko. Et au moment où tout semble fini, il y a 7 qui intervient car lui il a trouvé des solutions en tout cas pour maintenir cette petite boule noire. Ça serait top, ça serait top win. On dirait que c'est le pouvoir obscur, hein, on va le dire comme ça, un peu à la Star Wars. C'est le pouvoir obscur, donc le pouvoir obscur, généralement, ça développe des pouvoirs supérieurs en contrepartie de pas mal de choses. Et donc, Piedon a l'air d'être imbattable grâce à cette forme obscure, et il la maîtrise. Donc peut-être qu'il faut l'accepter à 100% et se laisser emparer. Mais bon, en l'occurrence, Seth, lui, il en a pas besoin pour le moment, et il arrive malgré tout à développer des choses. Donc Seth intervient. J'ai noté à la page 88 que ici, du coup, il est dans une très mauvaise position, Grimm, sur ce combat, et encore une fois, il va jouer encore de son intelligence, car malgré, et là il est tout seul, hein, face à 5 adversaires, 6 adversaires, 1, 2, 3, 4, 5 adversaires, bon après lui il est sur pattes, il est tout seul, mais il va utiliser son intelligence pour s'enfuir de cette situation, et en fait, au-delà de ça, c'est encore un coup ingénieux. Donc là, on va se rendre compte que depuis tout à l'heure, Hadès est en train de bastonner Piodon, mais qu'il en a rien à fiche, car il s'extrait parfaitement, et il s'envoie tranquillement, alors que l'autre lui mettait des patates comme pas possible depuis tout à l'heure, et que lui, il a aucun problème pour s'enfuir. Il a même pas l'air abîmé ou fatigué ou quoi que ce soit, d'ailleurs il le dit, pousse-toi, donc il n'y a aucun problème. De là, on se rend compte de sa vitesse, hein, qu'il attrape le parchemin avant tout le monde alors qu'il était en chute libre, et que il se rend compte aussi que derrière, ce n'est pas le parchemin qui contient 7. Donc il va poursuivre Grimm, et c'est là qu'il y a un plan qui est très ingénieux. Donc déjà, il met une patate. Et là, on se rend compte que Grimm est vachement puissant. Là où tout à l'heure, il s'est combattu contre Piodon alors que Piodon avait ses bracelets. Là, Grimm a pu se combattre. Il se combat contre. En tout cas, il se défend plutôt. Alors que Piodon est automaxiquement. Après, il le dit lui-même. Il dit pas sur cette page, il le dit juste après. Il le dit, il se lâche pas, il se retient pour pas blesser son frère. Donc, on va pas dire qu'ils font jeu égal,
parce qu'il a pas mis, et ça se voit, hein, physiquement, s'il avait mis le paquet, il y aurait peut-être pu à l'écran, il y aurait eu d'autres enfin, au niveau du dessin, il y aurait une autre manière de faire et cetera. Donc on se rend compte voilà, il met une patate, son visage est assez neutre, donc il s'est pas énervé ou quoi que ce soit. Même là, il est très neutre. Donc il s'est fait calmer, par un Grimm qui lui, par contre, est vraiment, à fond dedans. Mais ses bantelets sont vachement, pratiques. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, à quel point ses bantelets pouvaient, le protéger de cette façon. Donc derrière, bah, en fait, Grimm, il a réussi son coup parce qu'il l'a approché, il l'a bloqué et on a, Seth qui apparaît depuis la cape de Grimm qui est faite en peau de Némésis, hein, qu'on apprendra plus tard. Donc vraiment, en fait, les Némésis, on peut utiliser leur carcasse pour tout faire, c'est incroyable. Et derrière, Seth qui arrive à ramifier, hein, la ramification, qu'il impose en touchant le corps de son frère, entre guillemets, parce que bon, on n'a pas de preuves formelles qu'ils sont bien frères encore, hein, dans l'œuvre. Il n'y a que Piodon qui dit que c'est des frères. Du coup, là, on est quelle page? Il faut que j'arrive à suivre ce que j'ai noté. On est page 96. Donc c'est ça. Donc il y a une stratégie d'équipe. Et j'ai noté 2 pages plus loin que bah voilà, en fait, l'objectif c'était pas de l'arrêter grâce au bois, mais c'était de le renvoyer plus loin, comme lui l'a pu faire dans la prison au tome précédent, en se ressortant de la prison à travers le bois. Donc là, il a expédié son frère. Et du coup, on se rend compte que Seth, là, au début de l'œuvre, il avait tendance à foncer tout droit et taper tout ce qu'il voyait. Petit à petit, il y a de la réflexion. Et là, il commence à mettre des stratégies en place, à développer ses pouvoirs. Et du coup, c'est assez intéressant de découvrir que voilà, le personnage, il est pas idiot, quoi. C'est pas quelqu'un qui fonce dans le tas. Au début, oui, mais il progresse et du coup, bah, il progresse avec nous, lecteurs, dans l'œuvre. Et on grandit avec lui, donc ça, c'est cool. Donc ensuite, si on va au chapitre suivant, page 105, j'ai noté donc l'intervention in extremis de Lupa, parce que là, bah, à tout moment, il se faisait assiéger, surtout que, vu tout ce qu'il a pris depuis le début, il devait être en position de grosse faiblesse, Grimm. Donc Lupa intervient, in extremis, et ils arrivent à s'enfuir. Et bah, Hadès bah, pète un câble. Euh, et là, quand on voit ces images, on se dit, il pète un câble au point de presque achever, enfin, je dis presque achever, parce que moi, sur le coup, j'ai cru qu'elle était morte, là, vu le visage et ce qui se passe là, le sang qui gicle et tout, et vu comment il a l'air de serrer le poing, mais on verra que plus tard dans le tome, Flagès n'est pas morte. Mais du coup, on se rend compte à quel point il pète un câble et qu'il a l'air de s'en foutre royalement des membres, hein, de sa troupe, parce que bah, on traite pas comme ça si on est une fratrie. Donc lui, il a pas l'air de faire partie vraiment du noyau. Ça a l'air d'être comme il dit à un moment, le guide, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de très pertinent dans son comportement avec son équipe. Au niveau de la page 108-109, j'ai noté une réflexion de Lupa sur sa relation d'entraide, hein, donc juste là, hein, au moment où elle dit une fois la couille passée, elle saura exactement où nous trouver, etc. Et Oko qui explique qu'on a laissé personne derrière nous et qu'elle là, elle se rend compte qu'elle faisait vraiment pas partie du groupe parce que Kamago n'avait rien à fiche d'elle. Et donc, bah, elle allait parler, elle se tue en repensant à cet événement. Du coup, encore une fois, c'est comme je disais tout à l'heure par rapport à bah, pareil une scène de Oko, c'est des il y a le chapitre dans sa globalité et il arrive à mettre deux trois cases polyvalentes qui permettent de vraiment développer la réflexion du personnage, sa manière de voir les choses, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant de réussir à faire ça, je trouve, car il développe vraiment Lupa. Ensuite, on va page 112. Donc là, Mélie a, a réussi, on va dire, et vu tout ce que lui dit Opilion, voilà, la même que chez Nergal. Enfin, on se dit à un moment, bon, elle a réussi à maîtriser une bête de Nergal, soit, mais bon, apparemment, c'est ultra rare. En tout cas, ils disent pas si c'est unique, mais ils nous font comprendre que c'est un acte très puissant. Et potentiellement, Mélie, futur, bah, déjà Domitor, sûr, mais futur équivalent de Nergal, on ne sait pas. Peut-être une prémisse de quelque chose. Ensuite, on va page 115, et là, il y a Opilion qui lâche des informations sur, sur la relation, sur Hadès, sur Amine, etc. Donc là, il le dit clairement hein, que il s'en fiche du cornu et que Hadès n'était même pas si attaché que ça à Ameline. Donc pourquoi il veut à tout prix la venger? Moi,
ce que je comprends, c'est que ça confirme ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à son comportement avec Flagès. Donc, ouais. Donc déjà, on a des informations sur la relation. On sait que Lupa ne faisait pas partie du noyau dur déjà de la relation entre tout le monde. Et Ameline, visiblement, non plus. Ensuite, si on va à page 117, donc on confirme la troisième personnalité de Mélie, hein, tout le monde le remarque, hein, tout le monde voit il y a un réel changement, on dirait même qu'elle est possédée, que ce n'est pas elle, qu'il y a vraiment une présence au-dessus d'elle qui la contrôle comme une poupée, c'est assez... Enfin, comment on voit son visage, comment c'est dessiné, etc., c'est assez particulier, même c'est phrasé, là, on dirait des phrasés de PNJ, c'est assez particulier. Si on va à la page juste d'après, bah, il y a une déclat de Opinion que j'aime beaucoup. Parce que, grosso modo, il dit que peu importe qu'elle soit contre ou avec lui, bah, il est fier d'elle et qu'elle prenne soin de Lille, hein, le Némésis, et que maintenant c'est une Domitor et que ça fait partie de sa famille. Et du coup, bah, encore une fois, ça confirme que j'adore le personnage, je le trouve vraiment charismatique et ouais, quoi, il a sa mentalité et moi je l'affectionne. Donc ensuite, si on va à la page d'après, il y a une information qui est très intéressante. Bon, après, on s'en doute un peu parce que il parle du personnage principal, mais donc Piodon est expulsé. On le voit, hein. Il a traversé, bah, cette page traduit la distance qu'il a parcourue, hein. Et donc là, il le dit, tu serais redoutable si seulement tu te décidais à lâcher prise, te contraindre est décidément bien compliqué. Donc, sachant que lui, quand il lâche prise, bah, il a pas lâché prise, il s'est juste transformé. Il était overpuissant, sans se lâcher. Et là, il est en train de dire que si Seth se lâche, lui-même dit qu'il serait redoutable, sachant que lui, il connaît sa puissance quand il se lâche. Donc Seth, voilà, overpuissant aussi, mais bon, on l'a jamais vu encore atteindre ce stade. On le verra, hein, c'est sûr et certain. De toute façon, c'est le personnage principal, donc il est voué à devenir ultra puissant, mais voilà. Si on va à la page 128, donc là, on va entamer un chapitre qui coupe un peu tout ce qui vient de se passer, là, à la guerre. Donc là, on a un petit passage avec, du coup, le prince, qui a failli se faire, bah, tuer par sa mère, hein, tout simplement. Et qui, elle, a visiblement perdu le contrôle total sur le miracle et qui a l'air d'être traumatisée par l'événement qu'elle a pu vivre, hein. Dans la foulée, on découvre que Adriel, l'un des Conversos, hein, avec Piodon, a une sœur qui s'appelle Mila. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est un développement de personnage petit à petit, mais qui est pertinent parce que on n'avait pas encore beaucoup vu bah, Adriel. Et du coup, on découvre sa sœur Mila. Donc à la page 132, on apprend on apprend tout simplement que les conversos sont des infectés protecteurs et que leur objectif c'est de faire changer les mentalités, comme là il le dit, hein, voilà. Des gens se sont mis enfin, des enfants se sont inventés des infections parce qu'ils trouvaient ça cool, etc. Donc, visiblement, l'objectif d'Adriel, ça serait de faire changer les mentalités pour montrer que les infectés peuvent être sympas. Mais bon, Mila est loin de ça. Elle est persuadée que dans tous les cas, ils sont voués à être enchaînés, à avoir des menottes, même après leur mort. Derrière, on apprend oui, qu'il y a un lien avec les fameuses gouttes, hein, donc les petits. Donc Mila aurait un lien aussi avec la sorcière, j'ai oublié son nom. Mais elle a un lien avec les gouttes et Adriel faisait partie du crew, visiblement, quand il était plus jeune, ou en tout cas, il a peut-être épaulé ce crew, je ne sais pas. Mais bah, du coup, c'est cool de voir qu'il y a toujours il y a plein de liens entre tous les personnages. Ensuite, on a un petit passage, ici, j'ai noté. Donc, on a un passage avec les filles, là où elles étaient dans un bar, où elles ont bu, surtout elle, parce que bah, elle était bah, maintenant elle est infectée, quoi. D'ailleurs, on voit qu'elles sont en couple, et ça, c'est assez, c'est pas intriguant, mais voilà, je crois que c'est le premier couple homosexuel de l'œuvre, j'en suis même sûr. Et c'est rare de le manifester dans des œuvres, donc c'est cool. On voit que Tony Valente, il joue sur plusieurs aspects, hein. Déjà, il a beaucoup parlé du racisme dans l'œuvre depuis le début, le fait de mettre les inégalités aussi, et là, l'homosexualité, hein,
qui rentre, donc bon, je sais pas s'il va développer, mais voilà, c'est un clin d'œil, c'est toujours intéressant de découvrir ça sur les personnages et pourquoi ils sont autant liés aussi, hein. Et ensuite, bah, là, on voit l'apparition de Dragunov, alors qu'il y a, je sais pas, 5 minutes avant de se faire poursuivre dans le bar, elles étaient en train de clairement cracher sur son dos, elles étaient prêtes à le dénoncer. Donc c'est toujours drôle de finir le chapitre comme ça. Donc ensuite, si on attaque le chapitre suivant, donc on apprend qu'en fait elles ont totalement aidé Dragunov et il les remercie. Donc ça on le savait pas, hein, qu'elles avaient participé. Ensuite, si on va page 147 à 149, il y a Opilion qui pète totalement un câble car voilà quoi, il y a Chantôme qui est mort et on voit Flagès qui a failli passer mais qui du coup survit. C'est comme ça voilà, c'est maintenant qu'on apprend qu'elle a survécu, parce que moi j'étais persuadé qu'elle était morte en lisant tout à l'heure. Et du coup, ouais, elle a bien survécu, même si elle était pas loin d'y passer. Et derrière, on va apprendre des informations sur le plan Tartaros. Quelques petites infos. Et là, on voit la fraternité du groupe Opilion, bah, qui agit vraiment comme un leader, comme on va dire le grand frère du groupe. Je dirais pas un papa, mais vraiment un grand frère qui protège ses éléments. Et bah, le charisme, quoi, Opinion, c'est vraiment un caractère de ouf. Je le disais au tome précédent, mais il est vraiment en train de devenir l'un de mes personnages préférés. Donc ensuite, il y a clairement des doutes sur Hades qui apparaissent juste ici, par rapport à ce que dit Kamago. Enfin, est-ce que Hades serait bien Hades? Donc voilà, en tout cas, ça trotte dans la tête de Kamago. Donc ça, c'est intéressant que l'information ait été transmise. Ensuite, on va à la page 155, où on a un petit passage où Okoe est en train de discuter donc avec la reine et l'ordre Brangoire, je sais plus comment il s'appelle lui déjà. Bref, ah oui voilà, Brangoire. Ils sont en train de discuter et encore une fois, voilà un petit passage qui rappelle les chapitres précédents et qui montre que Oko a fait changer les mentalités, etc. Donc par rapport à ce que je disais il y a quelques minutes sur le racisme, etc. Tous les messages qu'essaye de faire passer Tony Valland qui sont intéressants et que moi en tout cas j'aime bien, ça me dérange pas du tout, au contraire j'affectionne ces passages-là et de voir que dans ce monde les mentalités évoluent grâce aux personnages. Donc ensuite page 160, on va en apprendre un peu plus sur le plan Tartaros. Donc l'objectif d'Ameline c'était de récupérer un maximum de Némésis pour Hadès et Fersenos, là j'ai oublié son nom. Mais Ameline comptait les utiliser pour combattre Hadès. Donc, mais à la base, elle était en mission pour les récupérer. Donc ensuite, on voit que l'équipe de 7 est soudée avec Lupa, parce qu'elle demande leur aide, et eux, ils sont prêts à lui prêter main forte pour la suite. Donc ça annonce du lourd pour le prochain tome, hein. Et on a encore quelques informations juste après, deux pages après, hein, les dernières pages tout simplement, où Dragunov a montré qu'en fait ils étaient en possession de plein de machines, les machines qu'on a pu voir dans les combats, bah, il y a quelques tomes, hein, qui empêchent du coup le Fantasia d'être utilisé dans un certain périmètre, et qui du coup annihilent totalement tous les sorciers, etc. Et du coup, bah, Dragunov qui se lance pour mission avec les filles, lui demande de les aider une nouvelle fois pour détruire l'Inquisition, et ne pas les rejoindre. Et du coup, bah, un peu plus tard, à rejoindre du coup, par conséquent, le groupe de 7 et de vraiment former un gros groupe. Donc, donc vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans ce tome. J'avoue qu'à mes premières lectures, j'avais pas tout compris. Mais après relecture, on voit qu'il y a énormément d'infos, donc des petites infos, des petites briefs d'infos par-ci par-là. Il y a quand même des grosses infos, hein, Piedon, l'un des personnages les plus forts. 7, bah, c'est clairement l'avenir. Le fait qu'il y ait le plan Tartaros qui va se mettre en place, il y a vraiment ce côté. Ah non, je crois que ça va faire 2 tomes. Je vais pas dire 3, mais au moins 2 tomes que le plan Tartaros, on en entend des briefs et que ça avance tout doucement. Là, on a vraiment eu des informations sur la mission d'Ameline au début, pourquoi elle était là-bas, au faubourg, etc., etc. Donc ça, c'est hyper intriguant. Et du coup, ça annonce du gros pour le prochain tome, parce que le prochain tome, ça va être clairement d'un côté le combat de Dardragunov et des filles pour détruire bah, toutes ces machines et de combattre l'Inquisition, et de l'autre côté, le groupe de 7 par rapport au plan Tartaros, et potentiellement une implosion au sein du groupe des Domitors, entre Hadès et les Domitors, parce que bah, on voit clairement qu'Opilion en a marre du comportement d'Hadès.
Donc toutes ces choses-là font que il y a Love va, à mes yeux, va dans le très bon sens. Moi, j'ai hâte. En tout cas, Tony Valente sait nous mettre l'eau à la bouche. Et ensuite, bon, comme d'hab, on a des petites réponses à des questions, ça je l'ai en perso. Et la phrase de fin, navré, je ne peux pas vous laisser décimer les nôtres sans réagir, sinon quel mauvais guide je ferais. Donc voilà, il agit comme un guide, mais bon, il y a eu des doutes par rapport à Kamago, par rapport à qui c'était, par rapport à ce qu'a pu dire, euh, je crois que c'est Seth ou Grimm, je sais plus, et qu'il l'a entendu. Bref, en tout cas, ça annonce du lourd pour le prochain tome. J'espère que cette analyse aura pas été trop longue. J'avoue que là, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Bah, n'hésitez pas à mettre en x1,25 ou 1,5 si je vais pas parler trop vite non plus. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kata. Ciao!